Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce dimanche 19 janvier. 12 personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées suite à un accident de la circulation à l'Oued. Le président de la République a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et les ministres de l'Intérieur et de la Santé se sont rendus sur les lieux du drame. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prendra part aujourd'hui à Berlin à la conférence internationale sur la Libye. Le chef de l'État est accompagné à cette conférence par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoun. Le président de la République, président du Conseil des ministres consacré à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Nous développerons son contenu dans ce journal. Enfin, on vous emmènera au cœur du Sahara pour faire la rencontre d'un paysagiste qui a la main verte. En plus de sa passion pour le jardinage, Abdelkader est engagé dans la protection de l'environnement et transforme des contenants en plastique en de jolis pots. Bienvenue à tous. On entame ce journal par cette terrible nouvelle. 12 personnes ont trouvé la mort et 46 ont été blessés dans un accident de la route survenu très tôt ce matin sur la route nationale 3 reliant les communes d'Astil à L'Oued et celle d'Omash de la wilaya de Biskra. Le drame s'est produit vers 2 h du matin lorsque 2 autocars desservant les lignes Ouergla Djidjel et Sitif Ouergla sont entrés en collision selon le directeur de la protection civile à L'Oued, Ahmed Baoudji, qui a imputé l'accident à l'excès de vitesse. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue de l'hôpital d'El Mrir et les blessés, dont certains se trouvent dans un état grave, ont été évacués vers la même structure. Les services de la sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Et suite à ce tragique accident de la circulation qui, rappelons-le, a fait 12 morts et 46 blessés, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le chef de l'État a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et pour assistance aux familles des victimes. Abdelaziz Djerad a dépêché les ministres de l'Intérieur et de la Santé sur les lieux à l'effet de superviser toutes les actions nécessaires pour faire face à ce terrible drame. Et nous sommes en direct avec notre envoyé à l'Oued, Naïma Aloualish. Bonjour Naïma. Alors, quelles sont les circonstances de cet accident de la circulation ? Alors, je me trouve actuellement devant l'hôpital d'El Oued. Il y a seulement 4 victimes qui ont été évacuées vers cet hôpital. Tous les autres, alors les 48 victimes, les autres 48 victimes se trouvent actuellement à l'hôpital de Biskra et surtout à l'hôpital de la wilaya déléguée de Mreya. On attend d'un moment à l'autre l'arrivée du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Il faut savoir que l'accident survenu sur la route nationale numéro 3 entre la wilaya d'El Oued et de Biskra a provoqué le décès de 12 personnes âgées entre 19 et 73 ans. La collision entre les deux bus de type Haiger, l'un partant de Ouergla vers Djidjel et l'autre de Sétif vers Ouergla, a eu lieu à 21 km de la commune de Stil, wilaya d'El Oued. La prise en charge se passe très bien puisqu'il y a eu une collaboration. La protection civile de la wilaya d'El Oued a travaillé en collaboration effective avec la protection civile de Biskra. Et voilà tout ce qu'on peut dire sur ce mortel accident qui a eu lieu avant l'aube dans la wilaya d'El Oued. Merci Naïma Aloualish pour ces éclaircissements.
Le président de la République Abdelmajid Tebboune est arrivé hier soir à Berlin pour prendre part à la conférence internationale sur la Libye prévue aujourd'hui. Le chef de l'État est accompagné à cette conférence par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum. Cette conférence, qui est une occasion de mobiliser les efforts de la communauté internationale en vue de mettre fin à la crise en Libye, verra la participation de plusieurs pays, dont l'Algérie, la Russie, la Turquie, les États-Unis, la Chine, l'Italie et la France, les Émirats arabes unis, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies et celui de la Ligue arabe. Et à travers sa participation à la conférence internationale sur la Libye, placée sous l'égide des Nations Unies, l'Algérie entend faire valoir sa position pour un règlement pacifique du conflit libyen. On fait le point avec Nakhla Al-Arbi. De l'Allemagne. Cette rencontre organisée à l'initiative de l'Allemagne, dont l'objectif est la désescalade militaire en Libye et la reprise du dialogue entre les parties en conflit, verra la participation de plusieurs pays, notamment des représentants de haut niveau des États concernés par la crise libyenne. La réunion de Berlin, à laquelle a été convié le président de la République, Abdelmajid Tebboune, intervient alors qu'une trêve qu'il s'agit de préserver est observée dans ce pays voisin depuis dimanche dernier, à l'issue de la rencontre de Moscou, laquelle a réuni Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar. Un cessez-le-feu fruit d'intenses efforts de la diplomatie algérienne, marqué par un large balai diplomatique à Alger. L'Algérie, qui a de tout temps contribué au règlement politique de la crise libyenne, privilégiant le dialogue et la reprise des négociations, et qui s'est depuis le début de la crise opposée à toute ingérence étrangère dans ce pays voisin. Notamment l'intervention militaire turque, sollicitée par le président du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, pour contrer la prise par Haftar de Tripoli. Une position sans équivoque qui permet aujourd'hui de dire que l'aboutissement de tout processus de règlement du conflit libyen ne saurait se faire sans la contribution de l'Algérie. Ce qui a fait à juste titre dire au président du Haut Conseil d'État libyen Khaled El-Meshri que l'Algérie était la seule puissance arabe capable de rétablir les équilibres dans le dossier Libye. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Le Conseil s'est penché notamment sur le commerce extérieur, la révision des accords internationaux et l'assainissement de l'industrie automobile. Les détails avec Elie Maïfa. Le Conseil des ministres a d'abord entendu une communication présentée par le ministre de l'Industrie et des Mines sur le bilan et les perspectives de relance et de développement de son secteur. Ainsi, pour assurer le développement stratégique des filières industrielles, la communication du ministre a mis l'accent sur 5 lignes directrices consistant en l'accélération de la diversification de l'industrie nationale, la densification du développement de l'industrie minière et la prise en charge des enjeux économiques technologiques qui sont au cœur des processus industriels et miniers. Suite à quoi, Abdelmajid Tebboune a déclaré que le plan industriel doit comprendre 3 mesures, en l'occurrence apporter à court terme des réponses concrètes aux dossiers sensibles, particulièrement l'importation de véhicules en kit SKD, CKD, à moyen et long terme la création d'une véritable industrie génératrice de richesses. Le président de la République qui a appelé également à la mise en place d'un système juridique stable pour une durée d'au moins 10 années à même d'assurer une lisibilité aux investisseurs. Poursuivant ces travaux, le Conseil des ministres a entendu une communication présentée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur le plan d'action du secteur pour la période quinquennale 2020-2024. Un programme qui vise à travers l'intégration de l'innovation comme clé de la modernisation et du développement agricole. Ce plan devrait se traduire à l'horizon 2024 par l'accroissement de la production et sa valorisation intégrée et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les espaces fragiles montagneux de la steppe et du Sahara. Évoquant l'agriculture saharienne et des montagnes, le président de la République a instruit la création d'un institut de l'agriculture saharienne au sud qui aura pour mission la formation et l'encadrement dans ce type d'agriculture. Dans le même sillage, le président a abordé la question de l'importation de viande, plaidant pour l'encouragement de la production locale afin de réduire la facture d'importation. Le Conseil des ministres a entendu par la suite une communication présentée par le ministre du Commerce sur le bilan et les perspectives de relance et de développement de son secteur. Au titre des perspectives de développement des activités du commerce intérieur, le plan d'action prévoit une série de mesures portant notamment sur l'amélioration des conditions d'organisation des marchés et la généralisation du paiement électronique. En matière de commerce extérieur, il a été relevé la persistance en 2019 du déficit de la balance commerciale, une baisse des importations et des exportations respectivement de plus de 7,7% et près de 13%. D'où le plan d'action de développement du commerce extérieur qui prévoit une série de mesures pour la période 2020-2024. Il s'agit avec notamment l'évaluation des accords commerciaux internationaux et des relations commerciales bilatérales et multilatérales,
la rationalisation des importations et l'encouragement des exportations hors hydrocarbures. Évoquant les questions urgentes dans ce contexte, Abdelmajid Tebboune a recommandé la mise en place d'un guide statistique pour promouvoir la production nationale avec l'interdiction d'importer les produits fabriqués localement. En matière de commerce extérieur, le président de la République a indiqué que la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures doit être très vite mise en œuvre en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés. S'agissant des accords commerciaux déjà conclus ou ceux encore en discussion, le président de la République a chargé l'exécutif de faire une évaluation rigoureuse et objective de leurs effets sur l'économie nationale. Le Conseil des ministres a achevé ses travaux par une communication faite par le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance sur les perspectives de développement de son secteur. Le plan d'action envisagé prévoit notamment l'élaboration d'un projet de loi visant à la création et la définition du label institutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des incubateurs suivant les standards internationaux, ainsi que la mise en place d'un système de financement spécifique avec une série de mesures incitatives d'exonération fiscale au profit des start-up. Intervenant au terme de cet exposé, Abdelmajid Tebboune a ordonné l'élaboration d'un programme urgent pour les start-up et les PME, notamment la création d'un fonds spécial destiné à leur financement. Avant de clore les travaux du Conseil des ministres, Abdelmajid Tebboune a mis l'accent sur l'impératif de veiller à la concrétisation de l'ensemble des engagements pris afin de rétablir la confiance du peuple algérien envers ses dirigeants, en privilégiant pour cela une démarche pragmatique fondée sur la concertation, la transparence et la rigueur et orientée exclusivement vers la réalisation de l'intérêt général. Dans le volet social de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a ordonné l'accélération de la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits à Alger, devant alléger la pression sur les établissements hospitaliers en place. Durant la réunion, le gouvernement s'est également penché sur le lancement d'un nouveau programme d'1 million de logements pour la période 2020-2024. Mouna Hamoudi. Une communication détaillée sur les perspectives de relance du secteur de la santé a été présentée hier par le ministre du secteur. Un programme d'action destiné à prendre en charge le renforcement des capacités des structures de santé de proximité et des infrastructures hospitalières, le renforcement de l'approvisionnement en médicaments, l'amélioration de la couverture sanitaire et la formation des professionnels de la santé. Dans le domaine de la couverture sanitaire au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, il est prévu la création de l'Observatoire des maladies tropicales à Tamanrasset et le développement des capacités d'intervention des équipes médicales dans le domaine de la détection précoce et de la riposte rapide aux phénomènes épidémiques, ainsi que l'amélioration des conditions et des mesures incitatives pour les professionnels de la santé au niveau des régions du Sud et des Hauts-Plateaux. Le président de la République a ordonné l'adoption d'un plan d'urgence axé sur 2 priorités, à savoir la prise en charge dans les services d'urgence et la prise en charge des femmes enceintes. Dans ce contexte, le président de la République a mis en garde contre le refus d'admission des femmes enceintes juste avant l'accouchement par n'importe quel service médical. Abdelmajid Tebboune a relevé l'impératif d'une réflexion sérieuse sur la problématique du service civil et des mesures incitatives pour pallier définitivement le manque de spécialistes dans cette région du pays. Le président de la République a également ordonné l'accélération de la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits à Alger, devant alléger la pression sur les établissements hospitaliers en place. Dans le volet habitat, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présenté le plan d'action de son département, lequel se fixe pour objectif de résoudre définitivement le problème du logement en ciblant en priorité les ménages à faible revenu et de créer les conditions d'un environnement urbain et rural préservé, valorisé et propice à l'épanouissement du citoyen. Le plan d'action prévoit notamment l'intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières, la finalisation du programme en cours, l'engagement d'un nouveau programme d'1 million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus, la résorption du déficit du programme ADL2, le traitement de la problématique du vieux bâti, la poursuite de création de 120 000 lots sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le plan d'action sectoriel vise à promouvoir la production nationale, à encourager le recours aux moyens d'études et de réalisation nationaux et à intensifier l'utilisation des matériaux locaux. Le président de la République a insisté sur l'impératif de finaliser les programmes en cours dans les meilleurs délais. Il a mis en avant également le droit du citoyen à un logement décent, soulignant l'impératif de lutter contre l'habitat précaire et d'éradiquer les bidonvilles à travers la prise de mesures nécessaires à même d'empêcher leur réapparition. Par ailleurs, le président de la République a donné des orientations pour l'amélioration de l'habitat à travers un renforcement du contrôle technique des constructions, la lutte contre la fraude dans les matériaux, l'interdiction de l'utilisation du bois dans les chantiers publics afin de préserver la richesse forestière et la réduction des importations. À ce propos, il a instruit la création d'une banque de logements et a exhorté à une réflexion globale sur la création de villes périphériques afin de contenir l'exode vers les grandes villes. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beledhen, effectue une visite de travail au Mali à partir d'aujourd'hui et qui s'étalera sur 2 jours. Lors de cette visite, Beledhen conduira les travaux de la 4e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger qui regroupera les parties maliennes signataires et les membres de la médiation internationale dans l'Algérie, assure la présidence. Beledhen co-présidera également la 15e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien en vue de poursuivre la concertation politique régulière entre les 2 pays et de passer en revue les différentes actions de coopération inscrites à l'agenda bilatéral pour l'approfondissement des échanges économiques et le renforcement du partenariat algéro-malien. Le monde économique s'est réuni hier au Centre arabo-africain d'investissement à Alger pour débattre autour de l'investissement étranger, notamment sa libéralisation à travers l'introduction de la loi de finances 2020. À noter qu'un forum africain de l'investissement et du commerce se tiendra du 28 au 30 mars prochain à Alger avec la participation de 300 opérateurs économiques. Les détails avec Saïda Mariouf. L'Algérie planche à présent sur les meilleures voies et moyens à même de rendre son économie plus attractive pour l'investissement étranger. Quelles sont pour ce faire les solutions les plus efficaces d'ici à l'horizon 2030 ? Les experts sont optimistes quant aux diverses opportunités offertes à l'Algérie en matière de redynamisation de son économie compte tenu des mesures introduites à travers la nouvelle loi de finances 2020. Dans un environnement institutionnel et politique très stabilisé. Le président, le nouveau gouvernement, les chantiers qui s'ouvrent et les chantiers de dialogue commencent à s'ouvrir. C'est Amin commence un chantier sur le plan économique. Il est urgent de passer au mode de la digitalisation, autrement dit plus de transparence dans la gestion des deniers publics. La conférence sur les solutions économiques en Algérie tenue au Centre arabo-africain d'investissement et de développement a dressé un tableau exhaustif du potentiel économique algérien devant un parterre d'ambassadeurs et d'opérateurs économiques étrangers ayant émis leur vœu de conclure des partenariats stratégiques avec leurs homologues algériens. L'Algérie constitue un marché prometteur pour nous et puisque l'année 2020 connaîtra un changement radical en matière de loi sur l'investissement, ceci est très encourageant pour les investisseurs étrangers afin de conclure des contrats de partenariat. L'Algérie a mis en place de nouveaux mécanismes d'investissement direct en toute sécurité. Les perspectives de la coopération sont très larges et peuvent se concrétiser à travers plusieurs voies, que ce soit la coopération sud-sud ou nord-sud, comme nous pouvons être la porte du monde vers l'Afrique. Nous sommes à présent en quête de mécanismes pour la stabilisation des financements étrangers. Une tendance économique très prometteuse selon les experts, mais qui, afin de se concrétiser, nécessite l'accélération du processus de la numérisation et la levée de la bureaucratie administrative. 2 volets essentiels ayant fait l'objet de recommandations à la clôture des travaux de la séance. Les investissements économiques se poursuivent dans le pays à une vitesse soutenue, exemple dans la wilaya de Bouira, plus exactement à Oued El Berdi où tout un pôle économique est attendu. Rabah Midawi, commentaire Naïma Chek. Deuxième zone industrielle de Oued El Berdi sur une surface de 189 hectares.
Le défi est la réalisation de 65 projets, dont une partie est déjà en production. Pour ce qui reste, l'on y travaille à une allure accélérée. مركب لإنتاج الأدوية قدرات إنتاجية لتفوق 28 مليون علبة في السنة. Nous avons ici un projet de complexe pour la production de médicaments avec une capacité de production qui dépassera 28 millions de boîtes par an. Il va y avoir aussi un centre logistique qui fournira les officines pharmaceutiques. Le taux de réalisation de cette structure est de 60% actuellement. Dans les 6 prochains mois, il entrera en exploitation. يدور في حوالي 60%. حاليا 60%. وجزء منه يعني الجزء من هذا الهيكل راح في الشهور المقبلة إن شاء الله راح يدخل في مرحلة الاستغلال. Tous ces projets en réalisation ou finis apportent une grande valeur ajoutée à la région de Bouira qui profite ainsi d'une disponibilité du marché du travail. Des projets qui ont bénéficié d'une enveloppe financière de 250 milliards de centimes pour leur aménagement. Cette unité est nouvellement lancée avec un procédé moderne très récent. Il s'agit d'un produit fait de mélange de matières premières destinées à l'agriculture. Nous avons fait des tests déjà avant et nous avons bien convaincu que c'est un très bon produit. Nous avons eu des très bons résultats avec les paysans. La création de milliers d'emplois. Plus de 10 000 emplois, on attend plus de 10 000 emplois les 2 ans de demain. Je parle uniquement de Sidi Khaled. C'est tout un pôle économique qui se dessine ici à Oued El Bardi, dans cette région de Bouira, un pôle qui boostera considérablement l'économie locale et nationale. Coup d'envoi hier des soldes d'hiver, très attendus par certains, décevants pour d'autres. Les soldes font rarement l'unanimité en Algérie. Une chose est sûre, cette pratique est réglementée. D'ailleurs, à Alger, près de 3000 magasins en ont obtenu l'autorisation. Nassim Saïdi a accompagné une équipe du ministère du Commerce qui veille au respect de la réglementation. Promotion, rabais ou encore soldes, autant d'affiches collées sur les vitrines des magasins qui annoncent des offres alléchantes susceptibles d'attirer les clients. Une frénésie de consommation où tout le monde rêve de dénicher la bonne affaire. Très intéressant, je ne. Vous avez acheté des choses? On a acheté des pulls avec des prix très intéressants. C'est intéressant parce que la moindre des choses, 20-30% le coût. D'autres clients moins emballés ne partagent pas le même avis. Pour eux, la période des soldes est juste une bonne occasion, attendue par certains commerçants pour arnaquer les consommateurs. J'ai vu une veste, ça fait une semaine. على حسب ما في قالت لي سي لا ميم شوز apparemment c'est le même prix parce que انا des fois نشري اور لو سولد نشريهم بهذيك السومه هما يزيدوا لهم وبعد يعاودوا يردوهم السومه تاعهم. Mais quelles sont les lois qui régissent ces soldes? Pour mieux comprendre, nous avons accompagné des inspectrices du ministère du Commerce chargées de prendre la température sur le terrain. Les soldes exigent certaines conditions connues préalablement par les commerçants. Des ventes qui obéissent à une réglementation bien définie. L'opérateur économique doit se présenter au niveau de la direction du commerce accompagné d'une demande officielle d'une liste de tous les articles qui seront mis en solde, le prix initial, le prix de la promotion et le taux de la réduction. Le commerçant doit aussi présenter son registre de commerce. C'est à ce moment-là que la direction lui délivre une autorisation pour lancer sa promotion. Ce commerçant, par exemple, ne semble pas répondre aux conditions imposées par le ministère du Commerce. Il ne possède pas d'autorisation ni de registre. Pourtant, il affiche des soldes avec un taux très intéressant. Il n'a ni autorisation ni même un registre de commerce. Il a quand même affiché les soldes, lui a délivré une convocation. Il sera sanctionné jusqu'à ce qu'il fournisse le dossier nécessaire. Des mesures administratives seront appliquées. Ces agents de contrôle procèdent à des tournées quotidiennes dans le but de protéger le consommateur contre l'arnaque. Sans transition, on passe au chapitre international de cette édition. Nous ferons 3 escales, le Liban, le Yémen et enfin le Brésil. Jazia Bayou.
Près de 400 personnes ont été blessées dans des heurts hier soir à Beyrouth entre manifestants et forces de l'ordre. Ces heurts qui ont secoué les abords du Parlement et de la place des Martyrs sont les plus violents depuis le début du mouvement de contestation contre une classe politique accusée de corruption et d'inertie. Au Yémen, 85 soldats pro-gouvernement ont été tués dans une attaque des Houthis dans la province de Marib, à l'est de Sanaa. Ce bilan a été confirmé par des responsables militaires pro-gouvernementaux qui ont affirmé que l'attaque avait été lancée par les Houthis. Ces images aériennes montrent l'étendue des inondations qui ont frappé le sud-est du Brésil, causant des dégâts matériels très importants. Dans l'État Espírito Santo du sud-est du Brésil, les rues sont aujourd'hui inondées de boue après des pluies diluviennes qui ont causé la mort de 6 personnes ces 2 derniers jours. Retour chez nous, direction le cœur du Sahara pour faire la rencontre d'un paysagiste qui a la main verte. En plus de sa passion pour le jardinage, Abdelkader est engagé dans la protection de l'environnement et transforme des contenants en plastique en de jolis pots. Yasmine Saoudi nous dresse son portrait. Installé dans la région de Mnira, ce paysagiste a réussi à faire de cet espace un jardin pittoresque. Passionné de la nature, il s'appuie sur un ensemble de techniques résultat de plusieurs années d'apprentissage. Nous avions à Mnira un jardin d'essai. Tout ce qui se plantait poussait. J'ai gardé cela en tête et c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans le jardinage. Dès que je trouve une variété de plantes qui n'existe pas dans la région, je l'introduis et cela a réussi. Outre sa passion pour le jardinage, Abdelkader fait en sorte de contribuer à la protection de l'environnement. Il récupère les contenants en plastique et les utilise comme pots. On reprend les bouteilles en plastique pour les mettre dans des pots et y planter nos plantes. En véritable artiste, ce paysagiste s'adonne à sa passion. Verdir sans cesse est son credo, la satisfaction d'une composition réussie est sa plus belle récompense. Sport à présent, près de 2 heures du match devant opposer l'Algérie au Maroc au 2e tour de la CAF d'handball 2020 en Tunisie. Nous avons par téléphone notre envoyé spécial Smaïl Belghaidia. Smaïl, décrivez-nous l'ambiance avant match et l'état d'esprit des joueurs. Eh bien, bonjour Rim. Eh bien, l'état d'esprit des joueurs avant cette rencontre, bien évidemment, ils sont concentrés sur le sujet parce que on joue le leadership de ce groupe D. Bien sûr, c'est une question de suprématie. Et ce choc maghrébin, c'est aussi le premier véritable choc de cette compétition, puisqu'elle oppose quand même 2 formations qui espèrent remporter et qui aspirent à aller dans le carré final. Parce que c'est l'objectif, c'est déjà atteindre les demi-finales. Donc aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'il y aura un match intense, certes, il y aura peut-être une petite revue d'effectifs. Je pense que si l'Algérie arrive à dominer en première mi-temps, elle va gérer en seconde période et les Marocains ne vont pas se laisser faire puisque les 2 équipes se connaissent très bien, elles ont à peu près le même niveau, même si l'Algérie part légèrement favorite dans cette rencontre. Et puis, eh bien, probablement le médecin de l'équipe nationale va laisser se reposer quelques joueurs afin de les préserver pour les rencontres à venir. Mais il faut toujours est-il qu'il y a une belle ambiance, il y a du public, il y a, on va dire, un beau temps aussi radieux, même si ça ne sert pas dans une salle. Mais toujours est-il qu'il y a une belle ambiance. Et aujourd'hui, c'est une opposition que les puristes attendent avec beaucoup d'impatience. Merci Smaïl Belghaidia. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial en Tunisie à l'occasion de la CAF d'handball 2020 et on souhaite bon courage à notre équipe nationale. Donc l'Algérie a décroché son ticket de passage au 2e tour de la CAF d'handball 2020 en Tunisie. Le 7 algérien s'est imposé face à la Zambie et le Congo lors de ses 2 premiers matchs du groupe D. Aujourd'hui, il devra affronter le Maroc à 14 h. Notre envoyé spécial Smaïl Belghaidia nous parle des enjeux de la rencontre. Ayant assuré la qualification au second tour, l'Algérie et le Maroc se disputeront ce dimanche à 14 h à Rades la première place du groupe D dans ce derby maghrébin qui s'apparente à être le premier véritable choc de cette CAN 2020. Glissement pour mes jeunes joueurs, dont beaucoup en 2e mi-temps jouent leur première Coupe d'Afrique. Mais c'est un avertissement aussi pour les anciens parce que dès qu'on se relâche, on devient une équipe
tout à fait banal. Et si on veut battre le Maroc au prochain match, il ne faudra pas se contenter de faire 20 minutes de jeu plein. Un vrai match pour la première place, tout simplement. Ça va être, je pense, un match de haut niveau, je l'espère, avec de la qualité des deux côtés, parce qu'on connaît l'équipe de l'Algérie, on la respecte énormément. C'est une très grande équipe. Je pense de notre côté, voilà, on a quand même des bons joueurs, on a largement de quoi rivaliser. Maintenant, voilà, tout va jouer le jour J, et puis, Inch'Allah, rien pour nous. Conscients de l'importance du match, les joueurs tenteront de rectifier les erreurs des deux premières rencontres, tout en ayant à l'esprit les prochaines rencontres de la compétition. Les matchs entre l'Algérie et le Maroc, ça a été toujours des matchs difficiles avec un derby. Ça va être une tension entre les deux équipes. Pour la première place, on espère être dans notre jour, dans nos meilleures capacités, Inch'Allah, pour battre cette Maroc, qui sera un match difficile. Cette empoignade titanesque ne laisse pas indifférents les techniciens qui prévoient une opposition de qualité. Il va y avoir un problème de leadership. Le Maroc, ça a beaucoup progressé. Le Maroc a un entraîneur qui est très connu, c'est le Derouaz marocain, Belhadi Winordin, qui est en train de faire du bon travail, qui connaît bien le handball marocain, qui a récupéré des joueurs qui évoluent à l'étranger, mais le niveau algérien reste encore supérieur à celui du Maroc. Et sur cette lancée-là, ce que nous montre cette équipe algérienne, je pense qu'on va passer le cap du Maroc et penser à nos deux grands adversaires, l'Égypte et la Tunisie, qui cette fois-ci vont nous calculer. Personnellement, je mettrai quand même une petite pièce sur l'Algérie, mais je veux surtout vexer personne au Maroc. Et je pense que ça va faire un beau match. Je pense même que je vais venir voir le match parce que ça m'intéresse de voir un petit peu les débats. Ce journal tire à sa fin. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mina Abed pour le point météo. Sinon, vous pouvez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellent début de semaine à tous et à demain.